Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cette interview à Gissen Israel News. Alors, vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen et Proche-Orient. Vous êtes journaliste, essayiste, écrivain, et vous êtes venu en Israël pour essayer de comprendre un petit peu mieux les données du conflit qui agite la région en ce moment. Alors, je voudrais vous poser une première question qui est, selon vous, qu'est-ce qui a fait que le 12 juillet 2006, le Hezbollah a attaqué Israël sans raison apparente, a jeté des dizaines de katyushot sur Israël? Il y a le contexte de la crise qui oppose en ce moment l'Iran à la communauté internationale, en fait à l'Occident et surtout aux États-Unis, parce que les Européens ne sont pas extrêmement exigeants. Ce contexte de crise nucléaire vis-à-vis d'un pays qui risque bientôt d'avoir des armes stratégiques en plus du nucléaire, en plus des missiles et des systèmes de lancement balistiques qui permettront un jour à l'Iran, avec l'arme nucléaire dans quelques années, d'atteindre des capitales occidentales. Ce contexte est extrêmement grave. Et il y a aussi la Syrie. L'Iran d'un côté, la Syrie de l'autre, voulaient détourner l'attention de la communauté internationale vis-à-vis de leur alliance stratégique qui a été conclue, qui existait depuis longtemps, mais qui a été conclue, renforcée récemment. En gros, on a l'Occident d'un côté, on a l'Iran et son allié local, la Syrie de l'autre, qui mettent de l'huile sur le feu et qui par essaient de l'intermédiaire du détourner Hezbollah. Par l'intermédiaire du Hezbollah. Et on déclare la guerre à Israël par l'intermédiaire du Hezbollah, qui est une structure financée, entraînée et commandée directement par le guide suprême de la révolution islamique. Donc pousser l'Israël à la faute, il y avait aussi cette dimension, détourner la communauté internationale au niveau de la tension, mais aussi pousser Israël à la faute et essayer de faire en sorte, comme d'habitude, c'est la stratégie aussi de l'intifada, le principe de l'intifada, jouer au David contre Goliath pour que la presse occidentale et progressiste du monde entier donne sa pitié et toute sa compassion au David face à l'horrible Goliath. C'est une inversion des symboles, mais c'est comme ça que c'est perçu. Ça commence à marcher. Alors au début ça n'a pas marché, puisque le Hezbollah était quand même déclaré comme étant le fautif. On doit désarmer le Hezbollah, c'est ce qui a été dit à la réunion du G8, mais au fur et à mesure des dommages collatéraux, eh bien l'opinion publique occidentale semble rejoindre le but qui était celui du Hezbollah et de l'Iran, d'attendrir la communauté internationale et pousser Israël à la faute et considérer Israël comme finalement l'horrible agresseur. Alors, le Hezbollah, quand même, il apparaît extrêmement préparé dans cette guerre, dans ce conflit. Outre la quantité impressionnante de missiles qu'ils ont entre les mains, missiles de courte portée, moyenne portée, mais aussi de longue portée, puisqu'on sait qu'ils ont des missiles qui vont à près de 150 km, à savoir, ça peut largement atteindre le centre d'Israël, mais aussi des structures souterraines, des bunkers avec des plafonds de plus de 7 mètres de haut. Comment le Liban a-t-il pu laisser le Hezbollah construire de telles infrastructures au sud Liban, sachant qu'on ne construit pas ces infrastructures? Ce n'est pas des écoles pour les enfants ou des salles de cinéma. Un bunker, ça sert à quelque chose, ça a un objectif bien précis. Donc, comment le Liban a-t-il pu laisser cela se faire? Je pense que tout remonte à une mauvaise interprétation des accords de Taïf en 89, lorsqu'on a décidé de démilitariser toutes les milices du Liban, mais malheureusement, à la faveur d'une interprétation pour le moins douteuse, on a désarmé les milices essentiellement chrétiennes, les forces libanaises de Samir Jaja, qui fut un grand allié d'Israël en son temps. Michel Aoun est arrivé peu de temps plus tard, et au nom d'un pseudo-gaullisme que je l'avais interviewé à l'époque, ça m'avait frappé, au nom d'un pseudo-gaullisme et d'une souveraineté du Liban, ce qui était assez paradoxal, le supposé chef du camp chrétien attaque la seule milice chrétienne qui était encore capable de défendre, je dirais, l'opposé du Hezbollah au Liban. C'était un équilibre. Les milices chrétiennes donc ont été éradiquées par des chrétiens eux-mêmes. Les Syriens ont pu prendre le Liban et étant les protecteurs avec l'Iran du Hezbollah, bien entendu, on a décidé que tout le monde devait être désarmé, sauf le Hezbollah, parce qu'à l'époque, Israël occupait encore une partie du Liban Sud avec le général Lahad, qui lui dirigeait l'armée du Liban Sud. Donc ce qui est dramatique, c'est qu'on a désarmé toutes les milices, sauf le Hezbollah. Et depuis 6 ans... Et depuis le retrait israélien du sud Liban, eh bien le Hezbollah a installé un État dans l'État,
Il était déjà un État dans l'État, mais il a réussi à prendre tout le terrain, tout le sud Liban, y compris les villages chrétiens, ont été sous domination directe ou indirecte du Hezbollah. Un Hezbollah Land, un petit Iran totalement financé, armé, logistiquement instrumentalisé par Téhéran, a été constitué à la frontière directe d'Israël et est devenu un véritable danger stratégique. Donc la grande erreur, c'est l'unilatéralité du retrait. Le retrait n'est pas forcément mauvais en soi. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre ou un partisan d'un grand Israël, mais il aurait fallu négocier les choses et avant de se retirer du Liban Sud, eh bien, détruire le Hezbollah. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on s'est retiré, le retrait du Liban Sud a été opéré indépendamment de toute démilitarisation du Hezbollah. Ce qui était pourtant en accord non seulement avec les résolutions votées plus tard, 1559, mais les accords de Taïf eux-mêmes, s'ils étaient interprétés correctement, prévoyaient cette démilitarisation du Hezbollah. Donc au sommet du G8, il y a eu quelque chose de positif. Tout le monde a réitéré l'idée sur laquelle il faut désarmer enfin le Hezbollah. C'est la source du problème. Alors comment se fait-il qu'Israël, avec toute sa compétence en matière de renseignement, n'ait pas vu cette guerre arriver, n'ait pas vu le Hezbollah construire ses bunkers, n'ait pas vu le Hezbollah se doter d'armements extrêmement puissants? Comment se fait-il qu'on n'a pas alerté l'opinion internationale plus tôt, ou du moins qu'on n'a pas mené une action sur le Hezbollah plus tôt pour essayer de... Alors j'allais dire que c'est assez hallucinant. Du point de vue stratégique, et je ne juge pas Israël encore une fois, ni droite ni gauche, mais du point de vue purement stratégique, géopolitique, c'est assez hallucinant. Un retrait unilatéral qui laisse faire une milice terroriste pro-iranienne qui en plus annonce la couleur. Elle a bien précisé que, bien qu'entrant dans le gouvernement, bien que s'insérant dans la vie politique libanaise, le Hezbollah a toujours réitéré sa raison d'être, qui est l'agression, la destruction jusqu'au dernier mètre carré de toute présence israélienne, de l'État d'Israël lui-même. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu d'anticipation du danger et qu'on ait cru, c'était à l'époque Barak, on a cru en la paix, on s'est dit, c'est un petit peu ce qu'on veut faire en France aussi avec des islamistes, on se dit, on va les intégrer, on va négocier avec eux, on va faire des concessions, ça va les calmer. Très mauvais calcul, un dictateur, un totalitaire, un nazi comme un islamiste, parce que c'est la même psychologie, ne comprend jamais la faiblesse. Et malheureusement, même la diplomatie l'analyse comme de la faiblesse. On peut faire des accords, bien entendu, de paix avec toute entité, mais à partir de véritables négociations et en obtenant en échange de véritables gains. Ce qui est hallucinant, c'est qu'Israël n'ait pas du tout obtenu la moindre concession, et bien sûr, concession c'est impossible, mais n'a même pas essayé de désarmer ou d'attaquer ou de dissoudre le Hezbollah avant ce retrait unilatéral. Et c'est la même chose pour ce qui concerne les retraits de Gaza. Il n'est pas forcément mauvais en soi. Moi, je ne suis pas du tout un partisan de l'occupation. Il faut à un moment ou à un autre que les Palestiniens aient leur territoire. C'est pas un problème. Mais ce qui est incroyable, c'est cette unilatéralité aussi du retrait. On se retire et on laisse la place à des terroristes qui ne changent pas leur programme. Comme tous les dictateurs, ils annoncent que leur projet, c'est non seulement la destruction d'Israël, mais j'ai vu des déclarations des responsables du Hamas et du Hezbollah, c'est aussi chasser les Juifs partout dans le monde. Et j'ai même vu une déclaration d'un des responsables qui disait l'idéal, ce serait que les Juifs viennent tous en Israël, on aurait pu les chasser partout dans le monde. Donc de telles déclarations montrent bien la vraie nature de ces mouvements qui ne changent absolument pas à la faveur d'un retrait unilatéral. Au contraire, je dirais que ça les excite. Ça a tendance à réveiller leur bellicisme qui redouble. Donc c'est assez hallucinant cette absence d'anticipation des autorités israéliennes qui ont laissé finalement, qui ont presque tenté leur ennemi en le laissant s'installer et se développer à leur porte. Alors, on parle de désarmement. Les États-Unis l'avont proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi, donc dans 48 heures maintenant, une résolution visant à installer une force d'interposition, d'intervention multinationale qui serait amenée à aider l'armée libanaise à s'installer au sud Liban et à désarmer le Hezbollah. Il y a de fortes chances que cette résolution soit validée, soit acceptée. Pensez-vous vraiment qu'une force multinationale pourra faire ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent, à savoir aider l'armée libanaise à s'installer, puisque la résolution 1559 demande l'installation de l'armée libanaise au sud Liban.
est-ce que ce n'est pas un jeu de dupes? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire croire à des mirages en nous disant, oui, on va installer une force multinationale, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça ne serait pas un jeu de dupes si on était sûr que ça soit une mission d'une force internationale, un petit peu comme ce qui s'est passé en Bosnie, pas uniquement avalisée par l'ONU, mais pilotée par l'OTAN. Là, on pourrait éventuellement des forces anglo-américaines ou de l'OTAN pourraient, à mon avis, conduire une mission. On le voit, l'OTAN est capable de conduire de véritables missions, mais ce n'est pas toujours une réussite, mais des missions de guerre, littéralement, quand il faut en découdre avec un ennemi. Mais une force internationale qui n'aurait pas la puissance de feu et la détermination et la cohérence de l'OTAN, à mon avis, finira dans un véritable bourbier, comme on l'a vu au Liban il y a des années déjà avec les Américains et les Français. L'échec total des forces multinationales au Liban Sud, c'est quelque chose qui dure depuis 20 ans. Donc je pense qu'il y aurait deux possibilités, soit l'OTAN qui pilote une mission comme en Bosnie, lorsqu'on avait détruit des positions de nationalistes serbes pendant la guerre en Bosnie, ou alors une entente soudaine, extrêmement poussée entre les Américains et les Russes, pour que, même si c'est dans le cadre uniquement de l'ONU, il y ait deux volontés fortes qui poussent à véritablement une action cohérente. Mais malheureusement, depuis les révolutions oranges dans l'Europe de l'Est, il y a eu à nouveau un éloignement de la Russie et des États-Unis. Il y avait une lune de miel après le 11 septembre contre le terrorisme, et pour des raisons, je dirais, de diplomatie et de vengeance diplomatique, les Russes ne cherchent qu'à nuire aux Américains et aux Occidentaux depuis qu'on a suscité, je dis on parce que l'Occident, l'Europe et les États-Unis, on a suscité des révolutions oranges qui sont directement tournées contre Moscou, à la fois en Géorgie et en Ukraine. Les Russes ont pris ça extrêmement mal et n'ont qu'un but, ennuyer les Occidentaux en se rapprochant notamment, pas uniquement de l'Iran et même du Hamas, comme ils ont été les premiers à le reconnaître, mais aussi même de l'Arabie Saoudite, ce qui est assez nouveau. Donc cette nouvelle stratégie pro-islamiste des Russes, pas chez eux, mais en dehors de leurs frontières, pour ennuyer les Occidentaux, malheureusement rendent les conditions d'une force multinationale, où les grands s'entendraient, ceux qui ont la puissance de feu, pratiquement impossibles. Alors il ne reste que la solution de l'OTAN, mais est-ce qu'il n'y aura pas un veto russe et chinois si c'est une solution de l'OTAN? C'est fort probable, ou en tout cas ça me paraît difficile que les Russes et les Chinois avalisent une mission du point de vue de l'ONU qui soit véritablement capable d'affronter avec vraiment une opération stratégique, militaire, le Hezbollah, parce qu'il faudra en venir à des opérations, y compris terrestres. Je vois mal des soldats sous casque international, sous casque bleu, aller au sol, affronter des gens qui sont des kamikazes, qui n'ont absolument pas peur de la mort, qui sont complètement fanatisés et très très bien entraînés, aguerris depuis des années par l'Iran. Alors dernière question maintenant. Depuis quelques mois, les relations entre Israël et la France étaient presque au beau fixe. Oui. Et puis depuis le début du conflit avec le Hezbollah, eh bien la France multiplie les déclarations contre Israël et on a l'impression qu'une certaine froideur s'est installée. Fallait-il ne pas toucher au petit protégé de la France, à savoir le Liban? Est-ce que c'était trop pour le gouvernement français et le Quai d'Orsay? Il était possible de toucher le Liban, mais ce qui rend compliqué la situation, c'est que le Hezbollah joue la carte libanaise. C'est la nouvelle stratégie du Hezbollah qui n'était absolument pas libanais dans sa création, mais maintenant le drapeau du Liban et les discours de Nasrallah pour la souveraineté du Liban. Et de l'autre côté, hélas, le pouvoir de Beyrouth, comme je l'ai dit récemment dans la presse, le pouvoir de Beyrouth, que ce soit le Premier ministre, le Président et même des chefs qui briguent la présidence de la République, comme Michel Aoun, qui représente quand même une certaine résistance pour beaucoup de Libanais, y compris d'ailleurs sunnites et même chiites, eh bien tout le monde s'est solidarisé avec l'Hezbollah depuis 90. Et encore plus depuis le retrait, paradoxalement, du Liban Sud. Donc cette solidarité Hezbollah, pouvoir officiel de Beyrouth, eh bien, rend toute opération anti-Hezbollah difficilement acceptable à un certain degré de puissance de feu par la France, qui considère que c'est une agression contre Beyrouth. Et effectivement, la France estime que le vecteur de la francophonie au Proche-Orient, c'est uniquement le Liban. C'est vrai que c'est le Liban, et moi je suis très attaché au Liban aussi, mais on oublie que c'est également Israël. Là, il y a une sorte de privilège. Là, il y a une francophonie qui compte plus qu'une autre, alors que c'est assez proche.
le nombre de francophones, parfaitement francophones en Israël et au Liban, c'est pas un chiffre très très différent, parce qu'au Liban, tout le monde n'est pas francophone, surtout les chrétiens. Donc le nombre, plus d'1 million en Israël, plus d'1 million au Liban, c'est assez comparable. Mais, hélas, on privilégie toujours la francophonie arabe vis-à-vis de la francophonie israélienne, qui est en quelque sorte une mauvaise francophonie, non homologuée, d'ailleurs non intégrée dans les organisations internationales de la francophonie, donc considérée comme illégitime. Et ça, c'est le non-dit de la diplomatie française et européenne, ce boycott d'Israël dans un certain nombre d'instances, qui est tout à fait scandaleux du point de vue de la logique, parce que quand on parle de francophonie, on devrait parler de culture. Ça devrait être indépendant des différentes considérations politiques et géopolitiques. Et on le voit bien, absolument pas. Certains pays islamiques ou nord-africains qui sont très 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 peu francophones, pratiquement plus, ou même des pays comme la Syrie où on trouve très difficilement le moindre francophone, sont considérés plus francophones qu'Israël. Ça, c'est quelque chose d'assez aberrant. Merci Alexandre Delval de nous avoir accordé ces quelques instants. Vous avez un planning extrêmement chargé. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de rendez-vous avec des hommes politiques sur Jérusalem, et demain matin, vous montez dans le Nord, c'est cela? Oui, on va peut-être aller dans le Nord accompagner un convoi humanitaire pour ravitailler, du point de vue alimentaire, les populations qui vivent en ce moment sous les abris. C'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui se passe, parce que la presse française, italienne, espagnole, anglaise n'a pas l'air de véritablement montrer le sort très difficile des populations du Nord Israël, qui vivent un petit peu ce que l'on montre beaucoup du point de vue libanais, et c'est vrai que c'est terrible du point de vue libanais, mais les Israéliens du Nord vivent dans les mêmes conditions, dans des abris, et je pense que c'est intéressant de montrer au public français ce qui se passe sur le terrain, et c'est la raison de ma venue ici. Comme je disais, c'est pas pour dire Israël a raison pour aller en guerre, c'est pas ça, c'est essayer de montrer ce que vivent les Israéliens chaque jour, ce qu'ils ressentent, y compris quand ils ressentent certaines injustices du point de vue du traitement médiatique. Ça m'intéresse de comprendre les Libanais, mais ça m'intéresse aussi de comprendre, du point de vue géopolitique, les Israéliens, dont le point de vue est rarement écouté de manière équilibrée, puisque toute la pensée progressiste, médiatique, occidentale, et surtout française et européenne, consiste à considérer le plus fort comme toujours suspect d'avoir beaucoup plus tort que le plus faible. Or, l'histoire nous montre que le plus faible peut être bien sûr bénéficiaire d'une compassion, mais il n'a pas forcément toujours raison. Merci beaucoup. Merci à vous.